Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. RPM Rive-Sud, pour rouler ensemble en grand. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Bienvenue à AMS Moto. Cette semaine, comme il pleuvait à l'extérieur au moment de faire ces images, on s'est réfugié au complexe Capital Hélicoptère qui ont eu la gentillesse de nous recevoir, vous le voyez, dans leur temple de la technologie. Et c'est une bonne chose finalement, puisqu'aujourd'hui, ce que Marc va essayer, c'est la Kawasaki Vulcan. Alors, restez avec nous. On va également se renseigner sur les assurances moto et on va voir les chimistes et les produits extraordinaires des gens de Silver Wax. On va bien s'amuser dans la prochaine demi-heure sur 2 roues. Je sais que vous êtes aussi curieux que moi. Nous sommes avec Francis chez APM Rive-Sud. La bébête Kawasaki Ninja H2. What the hell? C'est une nouveauté de cette année. C'est Kawasaki ont décidé de faire ça cette année pour honorer l'anniversaire de Kawasaki avec la H2 qui est arrivée dans les années 70. Puis c'est un modèle qui est très unique. Comme vous pouvez le voir, on voit ça passer dans la rue puis on se dit ouais, c'est pas tous les jours que je vais avoir une machine comme ça. Le choix des couleurs, le chrome noir qui accentue la machine, c'est assez exceptionnel. Tu l'as essayé, Francis? Impression? Impression personnelle, je vous dirais très surpris de la performance que ça peut offrir. C'est un modèle qui est 1000cc, superchargé. Donc, en ayant avec compresseur. Compresseur. Donc, en ayant un compresseur, c'est là qu'on voit toute la différence des autres motos est là, parce qu'il n'y a pas d'autres motos superchargées sur le marché. C'est plus efficace en termes de rapidité de réaction même qu'un turbo. Qu'un turbo, on a toujours le turbo lag qu'on appelle. Supercharge, vous êtes à 2000, 2500 tours, vous allez ouvrir les gaz, c'est instantané. Wow. Je vous dirais que je me suis fait peur un petit peu la première fois que je l'ai essayé. C'est sûr que là, on est en début de saison, l'asphalte n'est pas à sa température parfaite, sauf que il va y un petit peu plus mollo, mais je vous dirais que la poignée des gaz très sensible. Aussitôt qu'on en donne un petit peu, la moto répond. Donc, si vous êtes maniaque de performance, cette moto-là, elle est... J'aurais de la misère à la comparer à d'autres choses sur le marché parce que je pense qu'il n'y a rien sur le marché qui peut comparer... Je vois qu'elle est prévue pour une seule personne, fondamentalement. Évidemment. On n'a pas de temps à perdre à faire du social ici. Parle-nous un peu de l'électronique à bord. Il y a plein de contrôles, j'imagine? Beaucoup de contrôle de stabilité, contrôle de roue arrière, contrôle de quick shift qu'on appelle pour changer de rapport de vitesse beaucoup plus rapidement. On a un mode pluie donc qui réduit la capacité moteur pour avoir une meilleure tenue de route sous la pluie. Une sorte de contrôle parental. Un contrôle parental. Donc, si vous avez un enfant qui a ça entre les mains, vous pouvez mettre le mode pluie en permanence. Oui. Évidemment, les maniaques qui lisent savaient probablement déjà tout ça, mais pour le bénéfice des gens qui nous regardent, 2 ou 3 caractéristiques techniques dominantes, ce serait quoi? On a le steering damper qui vient d'origine. Oui. Un mono swing arm qu'on appelle, donc c'est le swing arm qui est seulement d'un côté. Un seul amortisseur? Oui, un seul amortisseur. Ça libère la roue de l'autre côté. Donc, on voit le mag complet. Aussi, ce qui est très important de savoir, c'est qu'en ayant une moto qui est superchargée, c'est absolument faut rouler au super avec une moto comme ça. Mais je vous dirais que l'électronique qu'il y a là-dedans, c'est tellement rendu poussé. On a même un launch control qu'on appelle qui barre le RPM pour les décollages tout en puissance sans nécessairement que la roue d'en avant lève ou qu'elle survire. On a le modèle qui est H2R que lui est vraiment de course. Donc le H2R, c'est seulement 2 au Québec, je crois, tout en fibre de carbone. Wow. Beaucoup plus d'HP. Celui-là a 210 d'HP d'origine. Donc on s'entend que 210 HP, c'est beaucoup d'HP. Quand on compare ça à l'automobile, on sait qu'un auto à 210 HP, c'est beaucoup de force. Ça, c'est le tiers peut-être du poids d'un automobile en plus. Exact. Bien, merci de nous avoir fait découvrir l'avenir qui célèbre le passé. Kawasaki Ninja H2. Admirez la machine. ADM Sport, fier partenaire de AMS Moto.
Cette semaine, notre véhicule de test est quelque chose qui fait partie du patrimoine des gens qui roulent en moto ou qui en voient passer dans le coin chez eux. Kawasaki Vulcan S. Marc, c'est un nom qu'on entend depuis quoi, les années 80 au moins? Hein? 85, depuis mes débuts sur la route. OK. Et celui-là, ma foi, est particulièrement beau. Je le trouve un peu dépouillé, là, mais parle-nous un peu de la lignée de ces Vulcans-là. D'où ça vient et qu'est-ce qui aurait pu changer par ailleurs? OK. On a dit que le Vulcan, donc c'est sorti en 1985, c'était un 750. C'était un bicylindre en V pour concurrencer les Honda Shadow, les Virago de Yamaha, les Intruder de Suzuki et bien sûr les Harley-Davidson. Du côté des motos d'introduction, Kawasaki était allé carrément avec une autre approche. On appelait ça la Kawasaki LTD 454. Je me souviens de ça. Donc c'était le moteur du Ninja 900, sorti une année avant, qu'on appelait coupé en deux, donc c'était 454 cc, la moitié du 908 cc du Ninja 900. Beau, bon, pas cher. C'est ça. Donc, entraînement par courroie. Ouais. C'était une moto qui performait beaucoup, mais qui avait un bicylindre parallèle, donc qui n'était pas dans la lignée Harley, on va dire. C'était pas le look que tout le monde désirait à ce moment-là. Non. Donc, ça a fait une couple d'années comme ça. Ça s'est transformé en Vulcan 500 dans le courant des années 90, puis c'est disparu. On revient cette année avec la Vulcan S, qui est mue par le bicylindre 650 cc, qui équipe aussi la Ninja 650, la ER6N et la Versy. Ça fait qu'il est dans le patrimoine de Kawasaki, puis ils savent comment ça marche, puis ils savent comment sortir tout ce qu'ils peuvent de cette cylindre-là. C'est bourré d'ADN verte. Ah, OK. Oui, l'éclatant vert Kawasaki. C'est ça. Parfaitement. Il est par ailleurs très bas. C'est vraiment le look custom, là. D'origine, c'est 27,7 pouces du sol. Donc, on revient avec ça dans le deuxième segment. Excellent. Alors, les gens qui nous suivent savent qu'on a déjà parlé du Ergo Fit chez Kawasaki. La Vulcan S, Marc n'y échappe pas. C'est une magnifique machine au coup d'œil. L'esthétique est fantastique. Mais fais-nous découvrir un peu plus là, ce que ça recèle de technologie. L'Ergo Fit, on va commencer par ça. C'est vraiment, ça le dit, ergonomique, fit en anglais, donc... Ajustement ergonomique au pilote. En plein ça. Donc, de base, comme elle est là, j'ai pas eu d'ajustement à faire parce que je suis l'homo sapiens régulier nord-américain. T'es le gars ordinaire. Dis-le non, ordinaire, c'est ça. Ça des vinaigres. Ouais. Donc, les pédales, la selle, les poignées sont pas mal dans un environnement... Donc, qui te convient, toi, oui, parfaitement. C'est ça. Ça tombe bien en main. Mais si c'était moi qui le pilotais, qui suis à l'échelle 5/8e par rapport à toi, bien là, je pourrais demander qu'on ajuste la monture. Selon Kawasaki, tu seras encore dans le même barème que moi. OK. Il faut vraiment être en bas de 5 pieds et 6. Ma blonde, mettons. OK. Là, on peut jouer avec un 25 mm d'ajustement pour les pédales. Donc, on peut avancer ou reculer les pédales de 25 mm. D'accord. On les avance pour une personne qui va être plus grande, donc 6 pieds 1 et plus. Plus petite, pour une personne plus petite, ils vont aller à 25 mm en retrait. La selle, on a 3 choix de selle. Donc, la standard, une plus épaisse pour les personnes de plus gros gabarit pour avoir plus de confort et une plus petite encore pour les personnes de beaucoup plus petits gabarits pour pouvoir toucher encore plus au sol que ce qu'on a de base. Parlant de selle, j'ai l'impression qu'en option, on peut probablement rajouter un petit coussin pour un passager. Le coussin pour le passager, le dossier, les pédales, c'est en option. Donc, de base, c'est tel qu'on la voit aujourd'hui. Puis les longerons, je vois des vis ici, ça veut dire que... Est-ce qu'on peut y mettre aussi des supports pour mettre des sacoches? Okay. C'est toutes des options dans le catalogue de Kawasaki. Un pare-brise, un indicateur de rapport engagé, une sortie 12 volts. Toutes des options qu'on peut ajouter pour personnaliser la moto puis donner... je vois que celle-ci, on indique fièrement qu'elle est équipée d'ABS. Au Canada, en Amérique du Nord au complet, c'est l'ABS qui est de base. En Europe, on aime tellement ça se poursuivre, particulièrement aux États-Unis, quand on est impliqué d'un accident et on voulait mettre toutes leurs chances de leur bord. Ouais. Puis, comme c'est une moto qui vise les nouveaux motocyclistes, c'est intéressant qu'il y ait l'ABS de série. Sûrement, sûrement. C'est monochoc à l'arrière? Oui, c'est le même principe que sur ses cousines, donc les Versy, les Ninja et les ER6N.
l'amortisseur qui est décalé du côté droit, donc l'ajustement se fait sans enlever la selle. Sans, Oh, wow. OK. On prend l'outil qui est fourni dans la trousse d'outils. On ajuste la précharge. C'est le seul ajustement qu'on peut ajuster sur cette moto. D'accord. À l'avant, aucun ajustement, donc on la prend tel quel. C'est pas les gros débattements. On s'entend que c'est une moto, c'est une boulevardière, donc on roule à une allure modérée, mais... Pas pour prendre les speed bumps à 100 km/h dans le stationnement du supermarché pas chez vous. Là. Après quelques essais en route, je peux dire que c'est correct sur l'autoroute. Ton lumbago sur les sur boulevards. l'appalatoire. OK. Mais sur route secondaire, on voit des comptes sur le bord de la route, on ralentit. Je vois que l'esthétique du moteur est légèrement différente de ce qu'ils ont sur leurs autres moutures avec la même motorisation. C'est une custom, donc on essaie, même si c'est pas un bicylindre en V, on va avoir un look de moteur, une présence moteur là, pour justement que les gens puissent être fiers de leur moto, pouvoir la frotter un peu. C'est sûr qu'il n'y a aucun chrome sur la moto à part la fourche. Mm-hmm. C'est la tendance justement. Là, les jeunes, c'est pas les frotteux de la génération précédente. Ouais. Donc, c'est vraiment une moto, on s'occupe de la peinture. C'est tout. Puis contrairement à certains customs qui favorisent des roues avant qui sont de plus en plus grandes, là, dont on se dit qu'elles n'ont pas d'affaires là, c'est assez Une 18 raisonnable. pouces à l'avant, 17 à l'arrière, c'est correct. Ça donne une bonne vivacité de direction. Donc, c'est pas la moto la plus rapide de direction qu'on peut avoir sur le marché, mais dans le style, c'est quand même intéressant. Je dirais que la chasse de la fourche à l'œil, là, d'après moi, n'est pas loin de 35 ans. J'ai pas sorti mon compas, Mais, mon rapporteur d'angle, mais c'est ouais. à peu près ça. Oui. Ouais, ce qui veut dire donc à haute vitesse sur la route, elle doit être particulièrement Très stable. très agréable Très à stable. conduire. La direction dans les courbes prononcées, ben, faut y aller mollo. OK. En termes de technologie, donc l'ABS, un certain nombre de fonctions de navigation pour les gens qui font du tourisme un peu. Ce qui est intéressant pour les informations dans le cockpit, on va dire, l'autonomie restante. Donc, on sait combien de kilomètres il nous reste avec le réservoir. Parce que c'est pas un réservoir énorme, hein? 14 litres. OK. C'est correct pour le style de moto. C'est pas une moto qu'on va faire des heures et des heures en selle de toute façon. Et ils ont fait un bon travail de camoufler le radiateur, par ailleurs, il faut savoir qu'il est là. Vraiment, alors designers... C'est un mal nécessaire avec les moteurs d'aujourd'hui, mais ô combien échappement en acier inoxydable, si je vois bien. Oui, catalyseur en dessous. Oui, très discret. Il est assez discret, oui. Le gros échappement couleur mât, c'est la tendance aussi ces temps-ci. Bon, ben, et je présume que là, on la voit en blanc, mais elle est disponible en d'autres teintes aussi, sans doute. 4 couleurs, noir, vert, une espèce de mauve. Et je reconnais la petite bande d'accent dans le vert Kawasaki du logo Kawa, là, le vert traditionnel, Ting Green. Oui. Ouais. Ben, magnifique mono, j'ai hâte de voir tes impressions après l'essai. Alors, Marc, parfois, il y a des circonstances météorologiques qui font que je t'envie pas d'avoir à faire l'essai, mais je t'avouerai que cette moto-là, ça m'aurait comme tenté. Alors, qu'est-ce que tu as remarqué, éprouvé en pilotant ça? C'est une moto qu'on disait au début dans la catégorie Custom Cruiser. Moi, ça me fait plus penser aux Power Cruiser des années 80. Donc, Okay. Les Magna, les Maxim, les LTD, les Kawasaki, même les Eliminator. C'est une moto qui a de la performance. Donc, comme on disait tantôt, l'ADN des ER6N, des Ninja 650 se retrouve dans le moteur. Donc, la présence moteur est là. C'est sûr qu'il faut faire tourner le moulin. C'est 3000 tours et plus.
on monte les rapports, puis on voit disparaître le trafic en arrière. C'est vraiment une sportive custom. C'est vraiment amusant pour ça. Tenue de route, on s'en tient au style, donc il faut freiner avant les courbes, avant les bosses, parce que c'est vraiment pas une moto pour un usage extrême là, sur la route. Okay. On s'amuse en deçà des limites du style. Puis comme tu disais au début de notre conversation tout à l'heure que tu représentes le gabarit moyen par rapport à l'ergonomie que Kawasaki propose de base sur cette moto-là, je peux imaginer que l'ajustement de suspension dont tu bénéficiais dans l'essai était probablement aussi dans la bonne moyenne. C'est ça. Mais comme on dispose seulement que d'après-charge, donc c'est seulement que le poids embarqué dessus qu'on peut jouer. Ouais. Donc, Puis le si on embarque un débattement passager, est assez court. Ouais. c'est ça. Si on embarque un passager, on va mettre plus de précharge. Si on est moins lourd que mon 170 livres optimal, Ouais. Juste, on du va muscle. enlever. Juste du muscle. Ouais. En termes d'agrément de conduite, le freinage, la façon d'incliner. Ce qui est intéressant, c'est l'ABS de série qu'on parlait tout à l'heure. Il n'est pas intrusif, donc on s'en aperçoit même pas qu'il y en a. Il n'y a pas de sautillement comme on avait sur les premières versions d'ABS. OK. Les pilotes pas trop expérimentés ne seront pas surpris par l'action de l'ABS. Déstabilisé, oui. C'est ça. Puis ils vont être vraiment sécurisés en sachant qu'il n'y a pas moyen de bloquer, que ce soit la roue avant ou la roue arrière, aucun problème. Ça fait enfin ce que ça devait faire. Exactement. Et l'ajustement qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais j'aime Ben ça oui, y je vois revenir, ça, il y a les petits numéros ici. pour le frein et pour l'embrayage. Un autre ajustement ergonomique qui devrait être sur toutes les motos. Fait de qu'il base. rapproche le levier des doigts, des Dépendamment phalanges. de la longueur de doigt. Donc, le monsieur qui a des doigts de 6 pouces peut l'éloigner. Une personne avec des doigts plus courts va aller chercher le freinage optimal aussi. Je comprends. Alors donc, somme toute, une très bonne appréciation de la machine. Dans le style, oui. C'est, si on compare justement avec dans les mêmes cylindrées, les mêmes braquettes de prix, il n'y a pas grand-chose qui s'en rapproche. Parce qu'on va aller vraiment dans le V-Twin qui va imiter l'original. Donc, c'est pas vraiment le but C'est de pas la la mission de cette KS. moto-là, c'est clair. Elle est pas mal seule dans sa catégorie. C'est intéressant parce que justement, c'est pas la clientèle visée, c'est pas la personne qui veut exactement un V-Twin comme le père avait ou le grand-père. C'est comprends très vraiment bien, ouais. une moto basse qu'on touche à terre, qui pèse 500 livres, oui, tous les pleins faits, mais qu'on a tellement une assise basse qu'on est capable de la manœuvrer, même si on n'est pas Goldorak. Triomphe de l'originalité. Ben, merci beaucoup. Cet essai routier vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Pour rouler ensemble en grand. Quand on est devant une belle fin de semaine de moto, on trouve qu'on manque toujours de temps. Un nouveau produit dans la ligne Moto Silverwax, le savon sans eau. Oui. Il faut que tu me convainques. Oui, vraiment simple. Premièrement, l'application, il faut savoir au départ qu'un savon sans eau, il faut que la moto, il ne faut pas qu'elle soit trop sale. C'est vraiment, vraiment important. C'est fait surtout pour des motos de touring, des motos de route. On ne fait pas des... Motocross. Motocross, on n'embarque pas avec ça. Il y a du sable à ce moment-là. Ça deviendra un abrasif. Oui, exactement. On risque d'égratigner. Un savon sans eau, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu viens de sortir, tu as fait une randonnée, tu ressors le lendemain matin, puis tu n'as pas vraiment beaucoup de saleté. C'est très, très, très léger. À ce moment-là, le savon sans eau, c'est là qui est intéressant. C'est qu'il va nettoyer et en même temps, il va protéger. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est de faire attention quand on l'applique. Justement, je vais l'appliquer sur l'aile en avant. Avec une surface microfibre comme les autres? Oui. Juste la microfibre. Juste la microfibre. Juste la microfibre, jamais une ratine, jamais un linge à vaisselle. C'est vraiment important. Tout ce qu'on a à faire, on le vaporise, on l'essuie, mais délicatement. Pour enlever la saleté, on vire le linge ou on en prend un autre et là, on le polit. Je vois que l'application, il est légèrement blanchâtre. Oui, c'est normal, c'est une émulsion à cause compte tenu qu'il y a de la cire à l'intérieur. C'est un produit protecteur. Là, je viens vraiment de le protéger en plus. Je viens de le nettoyer et je viens de le protéger. Mais on n'oublie pas, vraiment important, si on a fait beaucoup de routes, ça fait plusieurs randonnées qu'on fait, c'est vraiment sale, puis qu'on voit que la surface est rugueuse,
on prend pas ça, on prend plutôt l'autre, un savon à moto qui est où ce qu'on rince Qui va la moto. dégraisser, qui va libérer la surface. C'est ça. On ne peut Eh, pas transformer un papier sablé en feuille de verre. Là. Non, exactement. Par contre, ça, ce qui est intéressant, c'est quand on voyage aussi. Ah, bien Tu sais, sûr. on voyage, t'es à l'hôtel, on n'a pas notre seau d'eau, on n'a pas notre hose. Bien, à ce moment-là, ça, c'est génial pour ça. Si vous allez en Californie, il y a une pénurie d'eau en Californie ces temps-ci. Alors, apportez avec vous le savon sans eau de Silverwax. Exactement. Merci, Richard. Ça fait plaisir. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Pierre, salut. Salut Annie. Dis-moi, il y a certaines motos qui sont plus difficiles à assurer que d'autres. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Ben, des fois, ils sont plus difficiles à assurer aux yeux des clients, mais c'est pas toujours vrai. Les motosports, par exemple, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est bien dur à assurer. C'est sûr que ça va coûter un peu plus cher qu'une moto standard, mais il y a un très bon marché pour ça. Il faut juste choisir le bon assureur. Nous, à la capitale, on offre la valeur à neuf pour les motosports. On offre des franchises qui sont quand même relativement basses. Par contre, c'est plus au niveau des motocyclettes modifiées que ça va être un petit peu plus un problème. Si c'est juste des ajouts d'accessoires, ça, il y a rarement de problème. On le dit à notre assureur, il n'y a pas trop de primes additionnelles. Nous, à la capitale, jusqu'à 5 000 $, c'est sans frais. Mais c'est plus lorsque c'est au niveau des modifications mécaniques que là, ça se corse. Et pour quelle raison? Bien, c'est tout simplement que ces modifications-là sont... En fait, le manufacturier, lorsqu'il a conçu la motocyclette, n'a pas pris en compte des surcharges de performance. Et quand ça vient changer la nature de la motocyclette et quand les performances sont trop élevées, bien, ça augmente le risque de réclamation. Donc, on a une alternative qui est intéressante, c'est qu'il y a des concessionnaires, plutôt des manufacturiers, qui proposent des modifications qui sont approuvées par le manufacturier. On le voit beaucoup avec Harley-Davidson. Oui. Et évidemment, ça augmente la force de la motocyclette. Sauf qu'en bout de ligne, Harley-Davidson garantit que ils vont maintenir la garantie du fabricant et on sait que la motocyclette va performer sensiblement de la même manière, va surtout agir de la même manière avec ces modifications-là. C'est donc un bon compromis pour l'assureur et le client. Et c'est pour ça que c'est plus facile pour nous d'accepter ce genre de risque-là. Pierre, merci beaucoup. Merci, Annie. Cette chronique vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Chez RPM Rive-Sud, le volet des accessoires est extrêmement élaboré. Je vois que dans les bottes, David, il y a toute une variété qui ont l'air destinée à des usages tout à fait distincts les uns des autres. Ça ressemble plus à un soulier de ville. C'est le soulier de ville. OK. Absolument. 100% imperméable. D'accord, malgré tout. Malgré tout. OK. Puis, semelle qui m'apparaît un peu technique, là. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est résistante à l'abrasion, en fait, ce qui est super important en moto. OK. Alors, sur les coins de rue, ou si je conduis de façon un petit peu trop agressive, Absolument. ça va résister. C'est imperméable et extrêmement léger en plus, bien sûr, et velcro, ce qui est pratique quand on fait de la moto. Bien important de venir cacher le lacet, en fait. Exactement, pour éviter des problèmes techniques. Tout à fait. Ça, ma foi, j'ai l'impression qu'on est au championnat du monde de ski. Ça semble très technique. Qu'est-ce que c'est? C'est une botte de course? C'est la botte de course, effectivement, pour aller faire de la piste. Une botte qui est très ventilée, une ventilation qui vont s'ouvrir et se fermer. Ah oui, ajustable au niveau de la ventilation, comme certains casques d'ailleurs. Absolument, avec les points de pivot, donc on garde un bon confort. La botte va pivoter facilement. Qu'est-ce que c'est ici? C'est pas un point de friction? Si Exactement. jamais... C'est souvent la première partie qui va toucher au sol. OK, donc si je suis trop agressif, si je suis quelqu'un qui prend des chances, quand on va voir le bout de mes bottes, on va pouvoir... Ça va vous avertir aussi que vous êtes proche. OK. Et le point de flexion ici est très souple, d'après ce que je peux voir. Oui, ça fait que ça reste confortable et puis ça offre une bonne protection au niveau de la cheville, ce qui est super important. OK. Et parlons des gens qui désirent prendre la route et rouler des heures et des heures et des heures en mode touring. C'est extrêmement léger. Parle-moi un peu de celle-là.
Elle a une membrane Drytex à l'intérieur, qui est une membrane qui va respirer, mais empêcher l'eau de rentrer. Donc, vous ne viendrez jamais les pieds humides. Ah, OK. Ni de par l'effet de la transpiration, ni à cause de la pluie. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'elle est en pente comme ça? C'est pour laisser place au mollet, en fait, pour avoir un confort quand on vient pour changer de vitesse. OK. Donc, l'ergonomie, le mouvement le mouvement du corps est tenu en compte dans la façon dont la botte est faite. Oui. Alors, je vois que la gamme est très complète, beaucoup de choix, autant pour les hommes que les femmes, bien sûr, en Absolument. magasin. Oui. Très bien. Alors, il reste juste à en profiter et faire une bonne randonnée maintenant qu'on a les bons accessoires. Ah, le temps passe toujours trop vite quand on est juste sur 2 roues. Je pense que je vais me laisser tenter avec les cheveux qui me restent là, pour les mettre dans le vent cet été. Soyez avec nous la semaine prochaine pour une autre édition de AMS Moto.